Madame Lapierre, bonjour. Bonjour. Madame, vous venez d'une grande famille de la Martinique, famille de Saint-Pierre, famille d'intellectuels, famille d'artistes, musiciens, famille d'ingénieurs. Parlez-moi un peu de votre jeunesse là-bas. Vous savez, ma jeunesse a été extrêmement simple. J'avais pas de choses particulières, que si vous voulez. Je n'ai même pas de souvenirs extraordinaires, tellement c'était naturel. Au milieu de mes tantes, avec mon grand-père et ma grand-mère, et puis et les cousins. Et comment êtes-vous venu à la musique alors? Vous savez, mon grand-père, qui était de Saint-Pierre, de toute façon, il adorait l'opéra. Il avait entendu des opéras à Saint-Pierre et il les fredonnait. Il jouait au piano des airs d'opéra. Et puis, quelquefois, il nous faisait répéter après lui certains airs d'opéra. C'est ça qui nous amusait énormément. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert un peu l'opéra. Mais ma mère était déjà professeure de musique. Mes tantes. Même si elles étaient professeurs, tout le monde était musicien. Et ma grand-mère était organiste, elle aussi, elle était très, très, très musicienne. D'ailleurs, elle transposait à vue, c'était étonnant. Alors vous avez quitté ce cocon martiniquais Oui, pour partir à Paris très jeune. Alors oui, dites-moi ce que j'avais vous avez 17 ans et ressenti en demi. arrivant dans cette ville, qui Bien, était à des milliers de kilomètres eh bien, du soleil. je suis d'abord arrivée au mois de septembre au Havre. C'était une horreur, et puis c'était très gris, très couvert. Et puis après, nous avons pris le train pour arriver à la gare Saint-Lazare. Et puis un de mes cousins est venu me chercher. Puis en voiture, je voyais que tous les monuments, toutes les maisons étaient noires. C'était très gris et ça a été une arrivée extrêmement triste. Vous êtes habitué rapidement à cette vie? Non, pas du tout. Pendant 4 ans, j'ai voulu rentrer à la Ah, Martinique. d'accord, d'accord. J'ai demandé à ma mère, j'ai dit fais-moi rentrer parce que j'ai été en pension chez les chanoinesses de Saint-Augustin. Et c'est un grand ordre catholique. Et moi, d'abord, je n'avais jamais été en pension de ma vie. Et puis, comme je suis quelqu'un d'assez rebelle, je n'acceptais guère si vous voulez, il fallait suivre. Je n'aimais guère ça. Ah, vous avez commencé par le piano. Vous étiez parti pour être J'ai commencé pianiste pour faire mes et études de rentrer en piano. Martinique pour devenir Voilà. professeur de piano. Oui, mais Alors comment passe-t-on du piano au c'est-à-dire que je chant? voulais faire du chant aussi. Et ma mère avait trouvé un professeur de chant qui s'appelait Jean Planel, qui était un monsieur qui faisait beaucoup d'oratorios. C'était un concertiste, il n'a pas fait d'opéra. Il chantait énormément d'oratorios, il faisait des récitals de mélodies. Et Jean Planel m'a fait travailler pendant à peu près 1 an et tout, et il m'a dit, bah, je ne vois pas, je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin. Et je vais vous présenter à un autre chanteur, un très très grand interprète qui s'appelle Charles Panzera. Oui, bien connu. Oui. Voilà, donc il m'a fait entendre à Charles Panzera qui a accepté de me garder et de me faire travailler. Donc j'ai été pendant 3 ans, j'ai été l'élève, en particulier chez Charles Panzera, et avec la grande joie d'être accompagné par sa femme, Madeleine Panzera-Bayot. Et puis par la suite, je suis rentrée au conservatoire dans sa classe, voilà, où je suis aussi restée 3 ans. Donc je l'ai eu pendant à peu près 6 ans comme professeur. D'accord, d'accord, d'accord. Mais je dois vous dire que, si vous voulez, le chant est venu à moi. Disons que le piano Et parti est tout seul. parti tout seul. Je n'ai Parti. pas dit j'abandonne le piano pour le chant, pas du tout. Ça s'est fait de façon extrêmement souple, de façon tout à fait naturelle. Et puis j'étais extrêmement traqueuse, je l'ai même en chant d'ailleurs. Mais je dominais plus mon trac en chant qu'en piano. J'avais les doigts, c'était épouvantable, pieds sur la pédale. C'était une horreur, donc j'ai dit bon, c'est très bien comme ça, les choses se sont faites de façon naturelle. Et après, j'ai été à l'école normale. J'avais des professeurs particuliers au piano. Et puis, en école normale, je suivais les cours d'histoire de la musique et d'harmonie. Voilà, et c'était très intéressant. Puis l'Opéra de Nice. C'est-à-dire que quand je suis sortie du conservatoire, après l'école normale, je vous ai dit, j'ai présenté le conservatoire, et puis je suis sortie du conservatoire avec mes prix en 57, avec tous mes prix. Je suis restée 3 ans au lieu de 5 ans. Et puis, je suis quand même rentrée dans cette école, je n'avais pas tout à fait 22 ans. Et j'ai débuté à l'Opéra de Nice Gabriel Baquet. avec Gabriel Avec Baquet un monstre sacré. et Henri Leguet.
dans Racontez-moi Les ça. Pêcheurs de perles. Racontez-nous ça. Ah ben, c'était étonnant parce que c'était deux artistes qui étaient déjà très 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 connus. Et Gabriel Baquier a dit à Henri Leguet, écoute, ce sont les débuts de la petite. C'est gentil. Et ce soir, nous n'allons pas bisser notre duo. Parce qu'il bissait régulièrement Oui. le duo Zourganadir. Il dit, c'est sa soirée, donc nous n'allons pas bisser. Ça n'avait pas l'air de trop plaire à Henri Leguet. Mais enfin bon, Gabriel Baquier, la confession, il a dit, c'est la soirée de la petite. Donc, enfin, ça s'est fait de façon très particulière parce que c'est mon professeur de scène, d'art lyrique au conservatoire, qui s'appelait Louis Noguera, qui était aussi un très grand chanteur, Oui. et qui a téléphoné au directeur de l'Opéra de Nice. Médecin? Non, non, médecin n'était pas là à ce N'était pas là. moment-là. Non, il n'était pas encore là. Et celui qui dirigeait l'Opéra de Nice, Oui. c'était, je ne sais plus son nom. Guérin? C'était un monsieur qui faisait des courses de taureaux Oui, en effet. En effet. dans les arènes. Et j'oublie son nom, mais il avait acheté, enfin plus ou moins, le théâtre, et c'était lui lui-même. D'accord. Alors, on lui a Une sorte de Florent Médicis. Voilà, il lui a téléphoné et puis il lui a dit tu dois l'engager, elle est très bien, ça s'est fait comme ça. Et sans contrat. Parce Sans contrat. Mais absolument Ah, c'est pas, vous merveilleux. savez, c'était comme si j'étais Oui. engagée, comme si on vendait un taureau, on te tape la main, puis Oui, tu oui. acceptes le tarif. Ah, c'est merveilleux. C'était très drôle, mais en général c'était comme ça. Il n'y avait pas de contrat. C'est merveilleux d'avoir un Gabriel Baquier comme ça. Ah bah oui, Ah. mais puis j'ai chanté, je crois que j'ai fait trois représentations. Ah voilà, il s'appelait Monsieur Aimé. D'accord. Monsieur Aimé, voilà, qui faisait Alors, les courses de après taureaux. ça, dites-moi si c'est vrai ou c'est une légende. Les Puritains à l'Opéra de Marseille, Oui, mais c'est bien l'enthousiasme plus était tard, tel que en vous avez dû 1974. partir dans le panier à salade pour ne pas être étouffé par les... Alors attendez, non, ça c'est autre chose, parce qu'avant, c'est dans l'Acmé à Bordeaux, À Bordeaux. il y a eu une espèce d'émeute, et à la sortie, c'était impossible. Alors on a dit, mais elle va être étouffée, ça n'est pas possible. Donc on m'a fait partir et tout, et puis le panier à salade est arrivé. Pour vous sauver. Oui, et je suis rentrée à mon hôtel et je suis descendue du panier à salade devant le directeur absolument ébahi qui me voyait sortir du panier à salade. Et Alors, madame, qu'est-ce que ça doit faire à quelqu'un à 26 ans d'avoir un tel succès? Si jeune? Rien du tout. Rien du tout. J'avoue, Rien ça du tout. serait C'est pas du normal. tout. C'est normal. Non, je ne dis pas que c'est normal, j'étais un peu surprise. Mais ça ne m'a pas monté à la tête. Non, je sais Parce que... qu'après ça, vous avez été pris à Parce Aix-en-Provence que pour c'est le très festival d'Aix. dangereux, ça. Vous avez un succès extraordinaire, ben oui, ben, il faut continuer, il faut prouver chaque fois. C'est merveilleux. Et c'est ça qui C'est merveilleux. c'est difficile, il faut y penser. Il ne faut pas rester sur le succès. Parce que moi, je dis, c'est très bien, j'ai eu du succès ce soir, maintenant, Et regarde demain- ce que tu n'as pas fait, que Oui. tu aurais dû faire. Oui. Et je me remettais toujours en question, vous savez, Ça, c'est chaque bien. fois, je n'acceptais pas. Oui. C'est très joli. Et par la suite, je me suis fait enregistrer, j'ai un tas de cassettes de tout ce que j'ai fait enregistrer, et j'écoutais, j'ai dit, oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Et je retravaillais, je remettais le métier, et chaque fois, c'est très important. Non, il ne faut pas se rester sur les succès. C'est très bien sur le moment. Ça vous empêche de dormir le qu'après soir ça- même, mais après, non. C'est la flûte c'est Papagena, Oui, à le Aix. festival d'Aix. Hein. Oui. Et puis vous rentrez au conservatoire. Je suis rentrée au conservatoire Et en c'est- 1977. Et là, c'est votre famille, j'ai l'impression. On m'a appelé, c'était très, très, très particulier parce que d'abord, je n'y ai jamais pensé. Et j'ai un de mes collègues qui me connaissait déjà, qui était un très grand ami de notre couple, mon mari et moi. Et il m'a, en plus, je le connaissais puisqu'on chantait à l'Opéra Comique ensemble, c'était Xavier de Praz. Alors, parlez-moi de l'opéra comique. Ça, c'est votre famille. L'Opéra Comique, c'est vraiment ma famille parce que, à tel point que quand on allait chanter quelquefois à l'opéra, pour nous, l'opéra, c'était l'annexe. Oui, j'adore. Par rapport à dit, ben, nous allons. Quand Vous y êtes resté plus de 10 ans. Nous allons. Je suis restée 11 ans. Jusqu'à ce que Rolf Huberman arrive. Et Lieberman est Et arrivé, tout je d'un suis coup, restée vous autant. extrait pour vous mettre à l'Opéra de Paris. Et je suis restée autant j'ai chanté de 1973 à 1983 à l'Opéra de Paris et de façon régulière, comme si j'étais en troupe.
Oui. comme si j'étais en troupe. Mais tous les ans, j'avais des représentations, un nombre Et considérable de après représentations. ça, ce fut la gloire internationale. Mais en même temps, j'ai chanté pendant que j'étais à New l'opéra. York, Oui, oui, oui. Je chantais Covent un peu partout. Garden, la Scala. Ouais. Non, je n'ai Euh, pas été à la Scala. On m'a proposé plusieurs fois la oui. Scala, mais c'était toujours, à l'époque, vous savez, c'était Ah, les années de plomb? épouvantable Oui, parce oui, que oui. c'était au dernier moment. Oui, oui, oui. Alors, on me disait, mais résiliez le contrat que vous avez pour venir. Oui, oui, c'était comme ça. J'ai dit, mais jamais, parce qu'on me dit, on va vous payer plus cher. J'ai dit, mais il n'est pas question. Non, non, j'ai un contrat, je l'honore et tout. Et puis donc, j'ai raté Vous avez été au 2 Bolchoï fois aussi, je la crois, Scala. non? J'ai raté le Bolchoï pour des histoires politiques. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui, parce que la dame qui représentait l'URSS L'Union et soviétique, oui. qui s'occupait de la culture a été balayée et c'est elle qui voulait me faire venir, donc je n'y ai pas été. Mais le Met, vous y avez été. Ah oui, oui, Ça, oui, j'étais plusieurs fois au plusieurs Met, fois au j'étais à Met, San oui. Francisco, j'étais à Miami, Alors, et puis... parmi tous les grands, Et surtout, il ne faut pas oublier le théâtre de la Monnaie. j'allais le mentionner, Voilà. à Bruxelles, le Théâtre de la Monnaie, absolument. Énormément. Mais parmi les plus grands avec lesquels vous avez été en partenariat, est-ce que vous pouvez me parler de 2 d'entre eux, non pas sur leur, disons, valeur artistique, parce que nous les connaissons, est-ce que vous pouvez me parler de un qui me semble que vous semblez adorer, qui est Placido Domingo, Oui, et un autre que vous semblez un peu moins aimer, qui est Pavarotti. oui. Dites-moi comment se sont passés ces moments théâtraux ensemble. La différence qu'il y a entre les deux humainement, Humainement, je parle uniquement humainement, parce que des voix merveilleuses. bon, le talent, Oui, on le oui. sait, ça on le sait. C'est que il y en a un qui est, si vous voulez, qui est toujours au service de sa partenaire et qui ne se met pas en avant. Domingo. C'est Placido Domingo. Il est extraordinaire. Par exemple, je n'ai chanté que les contes d'Hoffmann avec lui parce que tous les gros opéras verdiens, c'est pas mon affaire. Et donc j'ai chanté énormément les contes d'Hoffmann avec lui. Et comme il rentre en scène avant moi je ne le voyais pas et puis je n'allais pas le déranger dans sa loge parce que c'est un rôle tellement lourd pour lui dire bonjour Placido, comment vas-tu? Et on arrivait sur scène et on se disait bonjour en scène et il me disait toujours, à un moment donné, il trouvait le moyen de me dire bonjour Eda, tu vas bien? C'est merveilleux. Par contre, l'autre qui a du talent n'était pas Pavarotti, oui. du tout parce que il a eu des comportements. Il m'a empêché de faire un mouvement scénique que je devais faire et tout. Et puis, donc, vous vous rendez compte, moi, j'étais comme ça, j'étais plus que la moitié de lui. Et puis, il était derrière, vous voyez un peu cette masse qui, au moment où je veux me lever, qui appuie, comme ça, on ne peut rien faire. Et puis, on est en scène, vous comprenez? Oui. Et par contre, je trouve que j'ai été très vengée à la fin, parce que à la fin du duo, nous avons un contre de dièse à faire. Il a fait un canard monumental là-dessus. Et j'étais ravie. Et on peut l'entendre dans le DVD qui est sorti chez Decca. Oui. Le DVD, j'ai dit, mais c'est pas possible. Ils l'ont sorti avec ça. Oui, ils l'ont sorti avec ça. Donc, on verra que je ne raconte pas d'histoire. Et on le voit à ce moment-là où il sait qu'il ne va pas atteindre la note. Il était sur le côté à ce moment-là et on le voit qui glisse derrière moi. Enfin, il est comme une armoire et moi je suis comme ça. Alors vous le voyez qui essaie de se glisser derrière moi, c'est ridicule. Il glisse comme moi et au moment, il sait très bien qu'il ne va pas faire la note. Il baisse la tête et tout. Et pouf. J'ai dit, je suis ravie. Vous parliez du conte d'Hoffmann. Vous êtes une référence éternelle dans Antonia, et vous êtes aussi une référence éternelle dans Constance, dans l'enlèvement au sérail. Quand on vous écoute, et je dis que les gens aillent vous écouter, ça existe en CD, aillent vous écouter pour Antonia, on se trouverait sur un nuage, et vous donnez des frissons quand vous êtes vraiment Constance dans l'enlèvement au sérail. Vous donnez vraiment des frissons. Vraiment, je crois que personne ne vous a égalé dans ces 2 morceaux. Mais Antonia, vous savez, Antonia, je dois beaucoup à Patrice Chéreau. Parce que Vous ne connaissez pas la musique, je crois, non?
Pas du tout, mais c'était comme s'il la connaissait, parce qu'il Merveilleux. avait une mémoire musicale Oui, incroyable. oui, Il disait, tu sais, page tol, et puis troisième mesure à tel endroit. Ben, c'était incroyable. Pour moi, c'est un musicien. Vous comprenez? oui, Il tout à suivait fait, très tout à bien fait. Oui, oui. il suivait très bien les notes. Il n'a jamais fait n'importe quoi avec la musique. Il avait un profond respect pour le compositeur. Il ne faisait pas n'importe Alors, tous ceux quoi. qui nous écoutent, allez, prenez ces CD, écoutez-les, ils sont extraordinaires. Et vous Vous êtes gentil. n'entendrez pas de plus beau dans le restant de votre vie. Mais l'enlèvement au sérail, c'est une chose que M. C'est Lieberman avait voulu d'une beauté. et a monté pour moi Ah, oui. à l'Opéra à Oui. Garnier. Et il m'avait dit, ma petite chérie, parce qu'il m'a toujours appelée ma petite chérie, je veux monter l'enlèvement au sérail pour vous, mais je veux que vous soyez bien habillée. Ça voulait dire bien entourée et tout, et je vais vous donner le meilleur. Je veux que vous ayez un très grand chef, je veux que vous ayez un grand ténor et tout. Donc il a choisi Stuart Burroughs, Oui. et puis il a demandé à Karl Böhm de diriger. Et d'ailleurs, il le dit dans le livre qu'il a écrit, il le raconte, et il dit à Karl Böhm, voilà, je voudrais que vous dirigiez l'enlèvement au sérail à l'opéra. Et Karl Böhm, pour la petite histoire, il y avait 1 an avant, il venait de sortir son enregistrement d'enlèvement au sérail. Et il dit voilà, j'ai une artiste, je voudrais que... Et Böhm lui dit, oui, mais moi, je veux la distribution de mon disque. Je vois, je vois. Et M. Lieberman lui a dit, je crois que, maître, vous ne m'avez pas compris. Je vous ai dit que ma distribution, c'est surtout pour cet artiste-là, ce soprano. Je veux que ce soit vous. Maintenant, si vous ne voulez pas, je cherche un autre chef d'orchestre, lui a-t-il dit. Quel homme merveilleux, Lieberman. Hein. Quel homme merveilleux. En plus, il pouvait le lire. C'est un très crois- grand artiste. Et crois- Böhm est venu. Mais je crois que Lieberman a changé l'Opéra de Paris en transformant des gens qui étaient des numéros en êtres humains. C'est le Je plus me grand trompe? directeur qu'on ait Ouais, eu. Et je puis crois alors, bien. humainement. Ah oui, oui, oui. C'était un humainement, homme oui. extrêmement disponible. Il m'est arrivé une fois de le rencontrer dans le couloir. Je lui ai dit, excusez-moi, monsieur Lieberman, est-ce que j'aimerais pouvoir vous parler et tout, avoir un rendez-vous. Il me dit, allez voir ma secrétaire, je suis là dans tant de minutes, dites-lui de vous marquer, j'arrive et tout. Mais il n'y a pas qu'avec moi, c'était tout le monde. C'est pour ça qu'il a été aimé et qu'on l'appelait le patron. Ah, je vois ça. Alors, si nous arrivions maintenant à Olivier Messiaen, Oui. Saint François d'Assise, l'ange, qui a, semble-t-il, été créé pour vous, l'ange. Alors, parlez-moi de l'ange et de la difficulté d'être avec Olivier Messiaen et la difficulté des ailes. La difficulté des ailes d'abord parce que c'était en plumes. Alors, vous savez, les plumes, ça a l'air de rien, mais ça pèse énormément. Et moi, je lui avais dit, maître, ce serait très bien d'avoir des ailes un peu Saint-Sulpiciennes, c'est-à-dire en papier de soie, vous savez, les petites comme ça. Tout à fait. Et puis, avec le vent, le courant d'air, vous savez, ça aurait été extraordinaire de voir les choses un peu bouger comme ça. Mais lui, il voulait absolument des plumes. Une statue du XVIe siècle. C'était épouvantable. Et alors, on a essayé de le faire le plus léger qui soit, mais ce n'était pas possible. Et puis, donc, j'étais obligée, chaque fois que je sortais de scène, à chaque moment, parce que ça s'appelait des moments musicaux, ce n'était pas des actes, des moments. On m'enlevait les ailes pour me masser. À ce point. Ah oui, parce que je souffrais énormément. C'était extrêmement lourd. C'était vraiment très, très lourd. Alors, Olivier Messiaen était très difficile, lui. Il était très difficile, très minutieux, il fallait s'arrêter tout le temps. On a eu un nombre incalculable de répétitions, mais incalculable. Et puis alors, quand on était sur scène, il était au fond de la salle à Garnier, et puis tout d'un coup, on répétait, on le voyait qui arrivait avec sa partition, et Seiji Ozawa, qui avait évidemment, qui avait le dos tourné, qui ne le voyait pas arriver, et Seiji, il entendait tout le monde dire « Stop, le maître arrive !» Et il descendait, il arrivait, il disait à Seiji « Vous savez, là, ceci, il y a telle chose. » Et puis alors, un jour, il est arrivé, il dit « Vous savez, elle chante, c'est encore trop rapide. » Et Seiji Ozawa lui a dit « Mais maître, vous savez, c'est extrêmement lent, on ne peut pas chanter plus lent, ce n'est pas possible. » Et finalement, lors de la représentation, il fait ce qu'il veut. Alors voilà, et puis
Monsieur Messiaen était très content. Ben voilà. Il m'a fait de très belles dédicaces. Et les répétitions chez lui, j'ai eu des répétitions chez lui. Et il voulait tout faire. Il avait acheté des tissus, il avait été au marché Saint-Pierre, il avait été acheter des tissus et il m'a montré les tissus qu'il avait achetés au marché Saint-Pierre. J'étais catastrophée, mais catastrophée. Il y avait un tissu, excusez-moi, qui était vert cacadois. Ah, C'était une horreur. Je suis arrivée à l'opéra le lendemain, j'ai dit, Monsieur Lieberman, je veux vous parler. je ne peux pas continuer comme ça. Ça n'est pas possible. Mais il n'était pas au courant de ça. Ah. Parce qu'il m'a montré tout ce qu'il avait été acheté au marché Saint-Pierre, qu'il avait entreposé chez lui, et pensant que... Et M. Lieberman me dit, quoi? Il n'en est pas question, ma petite chérie. N'ayez pas peur, vous ne mettrez jamais ça. Et en effet, j'ai jamais jamais mis ça. mis ça. Mais j'étais catastrophée. Il voulait tout faire. Et puis, les mises en scène, il avait tout prévu. Et le metteur en scène italien, Sandro Secchi, qui faisait la réalisation de ce qu'il avait marqué sur sa partition, avait prévu quand même des petites modifications, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très bien. Il n'a pas voulu. Et on aurait dû mettre, d'ailleurs, mise en scène de Sandro Secchi selon les indications Du maître Messiaen. de M. Olivier Messiaen. Du maître Messiaen, oui. Ce qui fait qu'au moment des saluts, il s'est fait huer. À ce point-là. Ben oui. À ce point-là. Et j'ai trouvé ça très injuste. Oui, c'est tout à fait. Très injuste. Et du oui. coup, il est parti, puis il a dit, c'est fini, on ne me voit plus. Alors, madame, tout d'un coup, au sommet de votre carrière, là où vous êtes la voix la plus belle qui existe, vous êtes une des sommités mondiales, vous arrêtez. Pourquoi? J'arrête parce que j'avais de gros problèmes d'articulation. Je souffrais énormément d'arthrose. À l'époque, je souffrais beaucoup du dos et des genoux. D'ailleurs, j'ai une prothèse totale à ce genou, finalement. Et je ne pouvais pas, quand j'étais à genoux, j'avais du mal à me le relever, j'avais du mal quand il fallait m'agenouiller. Enfin, c'était assez compliqué. Je dis, on ne vient pas voir une handicapée sur la scène, c'est ridicule. Et puis, si vous voulez, pour mon chant, ça me perturbait énormément. Parce que ça déséquilibre toute la colonne respiratoire, c'est très compliqué. Et quand je sortais de scène, je souffrais beaucoup. Je me souviens qu'à Bruxelles, après une représentation de la Clémence de Titus, mon maquilleur m'a soutenue pour remonter dans ma loge. À ce point-là. Ouais, mais oui, alors je me suis dit, c'est fini. J'arrête, mais j'avais... Alors là, vous avez continué avec des concerts quand même. Oui. Et vous avez continué. Je faisais déjà beaucoup de concerts. Pleinement professorat. Je faisais beaucoup de concerts. Oui. Hein. Et notamment, vous avez sorti, dépoussiéré tous nos compositeurs français de la fin du XVIIIe siècle, les Philidor que vous adorez, les Grétry que vous adorez aussi. Et personne n'y croyait à ces disques. Eh bien, voyez le succès qu'il a eu. Il a eu un... Oui, il y a un diapason d'or. Et personne n'y croyait. Je me souviens qu'à l'époque, ils ont dit, les critiques ont dit, mais qu'est-ce qu'il a aidé à Pierre à sortir? Qu'est-ce que c'est que ces Philidor, Grétry? Il faisait la fine bouche. Mais c'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne chantait pas. Parce que les critiques, ils avaient des boutons dès qu'on parlait de cette musique de cette époque-là. Et les chanteurs ne pouvaient pas. Et moi, j'ai dit, quel est l'intérêt d'aller enregistrer du Mozart, même si je sais que il y en a. Il suffit d'avoir le relevé au sérail avec vous. Hein. Oui, je l'ai fait, mais enfin, à l'échelle des airs. J'ai dit non, je suis française. Il est intéressant quand même de chanter des airs français. Et je me suis battue, et je vous dirais même, parce que les gens ne le savent pas, j'ai participé à la production, j'ai mis de l'argent. Félicitations, madame. Chez Philippe, parce que même Philippe n'y croyait pas. Alors, madame, une de mes dernières questions. Que diriez-vous aux jeunes qui arrivent aujourd'hui? Beaucoup se présentent, peu d'élus. Que diriez-vous aux élèves? Je leur dis d'abord de travailler énormément. Je leur dis aussi de ne pas croire aux sirènes. Je leur dis que ce métier est extrêmement difficile, qu'il y a beaucoup d'appelés et très très peu d'élus finalement, et qu'il faut qu'ils prévoient peut-être de faire autre chose, tout en chantant qu'ils prévoient aussi autre chose, parce que le métier maintenant est bien plus difficile qu'avant.
c'est la mondialisation. Les Oui. chanteurs viennent de partout. On ne peut plus faire de carrière Les nationale. Coréens qui n'existaient pas auparavant, Voilà. tous les pays de l'Est. Et puis, on a de très grandes voix dans les pays de l'Est, regardez-moi ça. Et sud-africains aussi. Oui. Maintenant, les Sud-Africains, et il faut faire extrêmement attention. C'est bien de penser au chant, mais le chant lyrique, c'est pas Verdi d'abord, c'est pas ça. Avant d'arriver à Verdi, il faut faire ses classes, de faire ses études. Il faut arriver à chanter de la musique classique, le 16e, le 17e, le 18e. Il faut commencer par ça. Et puis alors, on a tous les romantiques, toute la période du 19e siècle, avant d'arriver à M. Verdi et Rossini, parce que... Et quand à Puccini... Donizetti et Bellini, hein, oui. Quand à Puccini, alors n'en parlons pas. Il faut faire extrêmement attention. Et moi, un jour, un élève m'a dit, est-ce que je vais faire une grande carrière? Je lui ai dit, c'est la question que vous n'aurez jamais dû me poser, parce que je ne peux pas y répondre. Tout dépend de vous. Ce n'est pas tout à fait vrai, madame, puisque Gabriel Baquier, dans le programme que vous lui avez demandé de signer, Oui. vous a promis une belle carrière. Il me l'a dit, mais après tout, C'est bien arrivé. Hein. c'est arrivé, mais moi je ne peux pas dire à un élève, mais moi j'étais déjà sorti du conservatoire. Je suis bien d'accord avec vous. Mais je ne peux pas dire à un élève qui apprend le bas, est-ce que je vais faire une belle carrière? Et ma dernière question, madame, c'est que diriez-vous à nos amis martiniquais qui vous écoutent et qui vous voient maintenant? Mais d'abord que je les aime, que j'ai fait ma carrière parce que je me suis sentie profondément martiniquaise, vraiment profondément martiniquaise, et que j'ai prouvé que d'abord que je les aimais beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de concerts, j'ai fait beaucoup de récitals, j'ai organisé, on a fait le Messie de Handel, on a fêté l'année Mozart, on a fait énormément de choses, voilà, maintenant il y a la relève et tout, mais je suis profondément martiniquaise et j'aime énormément la Martinique, bien que j'en sois très éloignée, mais je crois que la distance, ça ne fait rien du tout, c'est ce qu'on a dans le cœur. Je vous remercie, madame, j'étais touché et j'ai très, très ému d'être avec vous aujourd'hui, parce que c'est quelqu'un que j'adore et que j'admire énormément. Merci beaucoup. Merci.